Alors comment un historien israélien, un ancien soldat, qui a servi son pays avec fierté, peut-il devenir l'un de ses critiques les plus féroces? Aujourd'hui, on va décortiquer la perspective à la fois fascinante et très controversée d'Avi Shlaim pour comprendre son analyse du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est une affirmation pour le moins percutante. Schleim ne dit pas seulement que la politique israélienne est risquée. Non, il va beaucoup plus loin. Il affirme qu'elle a fait d'Israël l'endroit le moins sûr sur la planète pour les Juifs. C'est cette thèse radicale qu'on va examiner ensemble, argument par argument. Il faut bien comprendre qu'Avi Shlaim n'est pas n'importe qui. C'est un historien réputé, un spécialiste du Moyen-Orient. La vraie question est donc la suivante. Comment un expert de son calibre en est-il arrivé à une position aussi extrême? Essayons de suivre son raisonnement. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Premier point de son analyse, la politique britannique. Pour Schleim, si on veut comprendre pourquoi la Grande-Bretagne affiche un soutien quasi inconditionnel à Israël, il faut s'intéresser à ce qu'il appelle le lobby israélien. Et là, Schleim nous décrit un système d'influence qui est, selon lui, très bien organisé. On ne parle pas d'une simple affinité politique, non, on parle d'organisations puissantes, comme les Amis conservateurs d'Israël ou les Amis travaillistes d'Israël. D'après lui, ces groupes ne font pas que défendre une cause. Ils créent un véritable lien de dépendance en finançant des voyages, en soutenant des campagnes, de quoi assurer au final une loyauté politique à toute épreuve. Mais ce n'est pas tout. Schleim ajoute une autre pièce au puzzle, une pièce économique cette fois, et elle est de taille, le complexe militaro-industriel. C'est assez simple, les entreprises britanniques qui vendent des armes à Israël ont un intérêt financier direct à ce que les relations restent au beau fixe. C'est un moteur puissant qui incite à ne pas trop critiquer la politique israélienne, peu importe ce qui se passe sur le terrain. On arrive maintenant à un point qui peut sembler être un détail, une question de mots, mais qui est absolument central dans l'argumentaire de Schleim. Il insiste lourdement sur la différence entre l'antisionisme, c'est-à-dire la critique d'un État et de sa politique, et l'antisémitisme, qui est la haine des Juifs. Pour lui, cette distinction est la base d'un débat possible. Et voilà où il va en venir. Selon lui, cette confusion entre les deux termes n'est pas du tout en hasard. Pas du tout. Il accuse frontalement Israël et ses soutiens d'instrumentaliser l'antisémitisme, de l'utiliser comme une arme rhétorique pour faire taire toute critique en la qualifiant systématiquement de haineuse. Et c'est là qu'on arrive à ce qu'il considère comme la conséquence la plus tragique de tout ça. Schleim fait un lien direct entre les actions d'Israël à Gaza et cette augmentation de 400% des actes antisémites. Son argument est à la fois terrible et paradoxal. Une politique menée au nom de la sécurité des Juifs mettrait en réalité les communautés juives du monde entier en danger en attisant la haine. Maintenant, pour vraiment saisir d'où vient cette pensée si tranchée, il faut faire un petit zoom arrière. On va quitter un peu l'analyse politique pure pour regarder l'homme, son histoire. C'est vraiment la clé pour comprendre son évolution. Ce parcours est assez fascinant. Au début, on a le jeune soldat, fier de défendre ce qu'il voyait comme une petite nation en quête de paix. Et puis, il y a le tournant de 1967. La guerre change tout. Pour lui, l'armée qu'il a servie n'est plus une force de défense, mais devient, selon ses propres mots, une force d'occupation. Et les événements plus récents à Gaza n'ont fait qu'accélérer cette rupture. Ce qui est très important à comprendre, c'est que Schleim ne rejette pas du tout son identité juive. Au contraire, c'est au nom de cette identité et des valeurs qu'il y associe, la justice, la paix, la vérité, qu'il s'oppose à la politique israélienne. Pour lui, il y a une contradiction entre ces valeurs et les actions de l'État, un fossé qui est devenu ininfranchissable. Et voilà où l'a mené tout ce cheminement. Pour lui, être juif, ça ne signifie pas une loyauté aveugle envers l'État d'Israël. Non. Pour lui, être juif, c'est un engagement moral, celui d'être toujours du côté de l'opprimé. Et dans ce conflit, sa position est sans ambiguïté. Les opprimés, ce sont les Palestiniens. Passons maintenant à son analyse du processus de paix, ou plutôt de son échec. Schleim a un verdict très clair sur la fameuse solution à deux États. Il faut savoir qu'il y a cru à cette solution. Il se souvient de l'immense espoir suscité par les accords d'Oslo en 1993. Mais il identifie un point de bascule très précis, l'arrivée au pouvoir de Benjamin Netanyahou en 1996. D'après lui, Netanyahou a méthodiquement déconstruit les accords, tuant l'espoir dans l'œuf. Et pour Schleim, ce ne sont pas que des mots. Il pointe des actions très concrètes sur le terrain. L'expansion continue des colonies, l'annexion de Jérusalem-Est, la construction du mur de séparation. Chacune de ces actions a, selon lui, grignoté un peu plus le territoire d'un futur État palestinien, au point de le rendre physiquement impossible à créer. C'est une bonne question, ça. Si la solution est morte, pourquoi tout le monde continue d'en parler? Pour Schleim, la réponse est assez simple.
C'est un slogan politique bien pratique. Ça permet de donner l'impression qu'on cherche la paix sans jamais avoir à prendre les mesures difficiles qui pourraient fâcher un allié comme Israël. En bref, un discours vide. On arrive à la dernière partie et on boucle la boucle en revenant à la Grande-Bretagne. Pour Schleim, sa responsabilité dans cette histoire n'est pas seulement dans les livres d'histoire. Elle est aussi brûlante d'actualité. Sa vision du rôle britannique est directe, on va dire. Il résume la période du mandat britannique par cette phrase « choc ». Pour lui, c'est une sorte de péché originel. Et de ce péché découlerait une dette historique et morale qui obligerait aujourd'hui le Royaume-Uni à présenter des excuses et à offrir des réparations. Mais Schleim ne s'arrête pas à la morale, il passe au droit. Il s'appuie sur un pilier du droit international, la Convention sur le génocide. Né sur les cendres de l'Holocauste, ce n'est pas juste un texte symbolique, c'est une obligation légale. Et il insiste sur sa portée universelle. Le message, c'est plus jamais ça. Pas seulement pour les Juifs, mais pour n'importe qui. À partir de là, il dresse une liste d'actions très concrètes. Selon son interprétation de la Convention, le Royaume-Uni a le devoir légal d'agir. Le point clé de son argument juridique, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une condamnation finale. Une allégation plausible de génocide, comme celle déposée devant la Cour internationale de justice, suffit à déclencher le devoir de prévention et donc à imposer ces mesures. Et c'est la question finale qui reste en suspens. Qu'on soit d'accord avec l'analyse d'Avi Schleim ou pas, elle nous met face à un dilemme fondamental qui va bien au-delà de ce conflit. Jusqu'où vont les obligations d'un pays quand les actions d'un allié proche sont accusées de violer les principes les plus sacrés du droit international? La réponse est loin d'être simple.